Bonjour et bienvenue. Je vous en prie, installez-vous, vous êtes ici chez vous. Bienvenue dans l'antre du Chevalier Noir. Good evening, ladies and gentlemen. Alors aujourd'hui, on va discuter de notre ami The Joker et du film qui lui rend hommage en cette année, film réalisé par Todd Phillips. J'ai envie de faire une petite analyse de ce film, premièrement parce qu'il m'a plu au niveau artistique, entre la performance de Joaquin Phoenix ou l'écriture scénaristique, mais aussi pour son sens, pour sa profondeur et pour les questions qu'il soulève. Et je vous préviens, ça va spoiler grave, alors si vous n'avez pas encore vu le film, revenez quand ce sera fait. Pour les autres, c'est parti, on attaque. Alors pour se remettre un petit peu dans l'ambiance, je vais quand même vous relire le synopsis. En 1981, à Gotham City, Arthur Fleck travaille dans une agence de clowns. Méprisé et incompris, il mène une vie en marge de la société et vit dans un immeuble miteux avec sa mère Penny. Un soir, il se fait agresser dans le métro par 3 hommes, le poussant à les tuer en retour. Si son geste inspire une partie de la population, Arthur bascule, lui, peu à peu, dans la folie pour devenir le Joker, un dangereux tueur psychotique. Alors, commençons avec le cadre du film, l'environnement dans lequel le phénomène Joker prend vie. Parce qu'il faut bien comprendre que le phénomène Joker naît d'un environnement absolument chaotique et lugubre, où toute autorité, toute confiance, tout ordre a disparu. Le chaos règne sur le terrain de la collectivité et du service public. Dès les premières scènes, on remarque que les rues de Gotham sont infestées de montagnes de sacs poubelles, de détritus, les espaces publics, les murs, les trains, les couloirs d'immeubles, les ascenseurs sont sales et tagués et retagués, les déchets sont omniprésents dus à une grève. Au niveau de la santé, on apprend que le chaos prend également place avec l'invasion des rats qui répandent leurs maladies, qui sèment le trouble public, encore une fois. D'ailleurs, l'invasion des rats dans toute la ville est l'événement qui déclenche l'intrigue du film et les premiers événements intéressants. Les rats sont la source du désordre en fait, ils sont un fléau qui provoque de graves conséquences sur la santé, que ce soit à Gotham ou même dans l'histoire des hommes d'ailleurs. De plus, on voit que les cabinets, que les établissements de santé sont obligés de fermer faute de financement. Sur le plan économique, les boutiques et les magasins fréquentés par les petites classes de la société ferment aussi les uns après les autres. On assiste donc au chaos social et économique chez les individus des classes les plus modestes. On remarque que l'État a oublié son rôle, il n'est plus capable d'assurer la sécurité sanitaire, de même qu'il est incapable d'assurer l'activité économique de la société, sans même parler de prospérité. L'État n'est plus capable d'assurer la sécurité élémentaire de ses citoyens, il n'est plus capable de réguler les comportements, et l'État se décrédibilise puisqu'il fuit ses responsabilités et voit toutes ses institutions détruites. Cette absence de l'ordre entraîne naturellement une partition de la société et laisse le champ libre à une véritable lutte des classes entre les oppresseurs et les opprimés. Le spectateur regarde alors à travers le prisme de la pensée marxiste et une pensée un petit peu trop manichéiste à mon goût. On est dans le clash des classes sociales entre d'un côté les plus pauvres qui meurent à petit feu, qui perdent espoir et qui perdent tout sens dans leur vie, tout but, qui n'ont d'ailleurs bientôt plus grand chose à perdre, et pour qui on a beaucoup d'empathie vu la dureté et vu la violence de leur quotidien. Et de l'autre, nous observons les plus riches, qui représentent la classe des 1%, au sommet de la pyramide, une classe à la fois hautaine, distante du peuple et de ses préoccupations, une classe qui le méprise, qui s'en moque publiquement, comme l'animateur de télévision Murray Franklin le fait en se moquant à plusieurs reprises du modeste show réalisé par Joker dans un salon vers la fin du film. Il est vrai qu'en tant que spectateur, on se sent beaucoup plus proche des pauvres, on se reconnaît en eux et dans ce qu'ils endurent à une certaine mesure. Ils sont accablés par la violence de la vie, par le poids des conditions de vie, ils sont souvent en mauvaise santé, que ce soit la santé physique ou la santé mentale d'ailleurs. Joker en est l'illustre exemple. Ils sont souvent seuls dans des familles à moitié détruites. En réalité, ils sont atteints par le nihilisme sous toutes ses formes. Et la réalisation est très bien mise en œuvre sur ce point, puisque tout le début du film se déroule dans un rythme de lourdeur et de lenteur. Donc on se sent bien plus en lien avec les pauvres de Gotham qu'avec les riches. Des riches détenant le pouvoir politique, la scène médiatique,
et les richesses matérielles, des riches vivant dans leur belle demeure protégée, allant au théâtre en famille et résidant à l'abri du véritable monde, à l'abri du chaos, enfin pour un temps donné. Et c'est, sans en être véritablement conscient durant le film, que le spectateur se place dans le camp des pauvres, des faibles, des victimes, à travers bien sûr Joker, et les personnes qu'il côtoie au quotidien, à travers sa mère, ses voisins, ses collègues de travail notamment. Et c'est vrai, on ne peut en vouloir à personne d'être empathique envers Joker, qui est pourtant un criminel et pas le moindre. En effet, on ressent une empathie grandissante à chaque fois que le personnage de Joker est abattu par la vie, qu'il perd face à celle-ci, à chaque fois qu'il est traité injustement, surtout dans la première moitié du film. D'autant plus qu'après chaque revers, il tente de se relever, ce qui est tout à fait noble et courageux de sa part, et il sourit en se forçant évidemment, car c'est la seule clé qu'on lui a donnée pour survivre, que sa mère lui a donnée pour survivre, sa mère qui bien sûr le trahira à son tour. Et on comprend bien vite que sourire aux événements de la vie, faire rire les autres, chercher à être joyeux, sont en fait les seules actions qui le guident dans sa propre vie et dans les adversités qu'il rencontre. C'est le but qu'il s'est construit et c'est de cela qu'il tire notre empathie. D'ailleurs, sa mère ne l'a jamais appelé par son prénom Arthur, mais toujours par le qualificatif Happy. Pour Happy, pour Joker, sa seule action et sa réaction face à la vie, c'est sourire et se montrer gentil. Peu importe l'état du monde dans lequel il vit et le comportement des individus à son encontre. Et c'est, à mon sens, ici son erreur. C'est ce qui le rend à la fois complètement naïf et vulnérable face aux dangers de la vie et à la violence, en plus de tous ces problèmes psychologiques qui le transforment en paria. Par l'éducation qu'il a reçue de sa mère, une mère à moitié voire totalement tarée, Joker consacre son quotidien à la recherche du bonheur, à la recherche de la joie. Alors, il y a une nuance à apporter sur cette recherche et je dirais qu'il y a deux choses importantes à dire sur ce sujet. Tout d'abord, rechercher la joie est bien évidemment une bonne chose. Cultiver la joie nous permet de vivre sainement, avec une certaine légèreté, voire innocence, comme le font les enfants, ce qui nous permet de propager une certaine positivité en soi et autour de soi. Entretenir la joie est vital, c'est certain, mais face au chaos, face aux désastres et aux horreurs de la vie, elle devient assez vite impuissante. C'est comme si vous essayiez de sourire sur le front d'un champ de bataille alors que vos compagnons soldats se font trucider. C'est absolument impossible. Et j'en viens donc à ma deuxième remarque qui concerne la quête du bonheur. La quête du bonheur, chercher à tout prix à être heureux, est d'après moi une fausse quête et une impasse d'une certaine façon. Car le but de la vie n'est peut-être pas d'être heureux, mais de trouver un sens à sa vie, de porter des responsabilités afin de créer autour de soi un écosystème le plus serein possible, le plus stable, le plus sain, le plus solide, afin de lutter contre le chaos qui, lui, est omniprésent, qui se propage partout à travers la pauvreté, la maladie, la violence, la folie et le désespoir. Ainsi, il faut non pas chercher le bonheur, mais la sérénité. Il faut chercher à se construire des épaules larges qui puissent porter un lourd fardeau. D'abord, son propre fardeau, les difficultés quotidiennes de sa vie, ses propres maux, mais éventuellement ceux de ses proches et de ses amis si on en est capable, et idéalement à une plus grande échelle, œuvrer à porter le fardeau, les maux et les vices de la société tout entière. En réalité, la recherche du bonheur est un luxe, et elle ne devrait être que secondaire. Je pense que si tant d'individus sont assez malheureux de nos jours, c'est qu'ils poursuivent les chimères du bonheur, à travers le matérialisme et la consommation ostentatoire notamment. Petite parenthèse, si ce sujet vous intéresse, je vous invite à écouter mon podcast sur le statut social et la consommation. Car dès que l'on met en œuvre toute son énergie à rechercher le bonheur, c'est là que viennent les contre-coups de la réalité, les désillusions, les frustrations et la folie, contrairement à la recherche de la responsabilité qui nous pousse à devenir quelqu'un et à se créer une place dans le monde. Et ce chemin de la recherche, de la responsabilité, s'incarne chez le personnage de Batman, le Dark Knight, l'antagoniste de Joker, alors que la recherche du bonheur et l'échec de cette recherche est incarné par Joker lui-même. Et c'est ce qui me déplaît un petit peu trop dans ce film, d'une certaine façon, c'est le manichéisme, avec une véritable lutte des classes entre les oppresseurs et les opprimés, les méchants et les gentils, le bien et le mal, et l'empathie pour le mal. Alors voilà pour ce qui concerne, je dirais, le penchant de Joker et du lien qui peut être fait avec la société du bonheur, qui me semble important à critiquer.
en plus de la violence inouïe du personnage puisqu'il incarne le chaos, mais c'est une évidence et je vais revenir d'ailleurs sur cette thématique dans quelques instants. Ainsi, malgré ces quelques traits vertueux que l'on remarque aussi quand il prend soin de sa mère, qui est malade comme un bon fils, on observe, impuissant à notre tour, Joker sombrer tout au long du film, scène après scène. On le voit se faire abattre par la société et par les individus qui la constituent. Il perd continuellement tous ses soutiens affectifs et psychologiques les uns après les autres et ses quelques relations. Joker est trahi par son collègue de travail, il est viré injustement par son employeur qui le traite de menteur, ce qui affecte terriblement Joker et en plus qui le vire par téléphone. Il est trahi par les psychologues qui le suivent et qui ne l'écoutent pas. Il est aussi trahi par son idole de la télévision qui l'admire, puis il est trahi par sa propre mère. Joker perd donc son entourage proche, pas forcément physiquement, comme on pourrait perdre un membre de sa famille dans un accident de voiture, mais psychologiquement. D'ailleurs, c'est lui-même qui, une fois trahi sur le terrain de l'affection, les supprime physiquement en signe de deuil. C'est une véritable crise de la confiance à laquelle on assiste, une crise de l'honnêteté et du respect que vit Joker, et donc à travers lui toute la ville de Gotham. Même la relation amoureuse qu'il construit avec sa voisine est fictive, elle n'est que le fruit de son imagination et de ses fantasmes. Joker est donc un individu vulnérable sous bien des aspects, qui tente de survivre avec les cartes et les armes qu'il a en main. D'ailleurs, la carte du Joker deviendra son symbole, ce qui n'est pas sans hasard. La voix du Joker, celle du fou, au sens propre et figuré, la voix du chaos, du criminel, était malheureusement la seule qu'il pouvait prendre. Et pour ce qui est de la symbolique de l'arme, elle s'incarne par le revolver qui tuera ses 3 agresseurs. Une arme émancipatrice en quelque sorte, une arme qui donnera à Joker le pouvoir de se transformer, une arme qui marquera à jamais le changement psychologique du personnage, à savoir embrasser la violence, devenir soi-même l'agresseur, être absent de tout remords, voire en jouir, et donc devenir soi-même l'incarnation de l'anarchie. La victime de cette société malade est devenue son bourreau. Dans cette bascule du mince espoir en l'être humain, qu'on nous témoigne en début de film, vers le désespoir en milieu de film, et vers la renaissance du personnage principal en fin de film, je vous renvoie à la scène où il descend notamment les marches de l'escalier tout en dansant. On constate que les effets du mensonge ont ceux qui ont le plus accablé Joker, comme il accable tous les êtres humains. Car aucune société ne peut perdurer sainement avec des individus menteurs, corrompus, lâches et sournois, à toutes les échelles, à tous les niveaux de la société, que ce soit dans les classes les plus basses ou les classes les plus hautes de la société. Sans confiance, il n'y a pas de liens familiaux, pas de solidarité, pas de partenariat économique, pas de grands projets politiques. Joker incarne donc cette société pauvre de vertu à tous les niveaux, une société malade à la fois physiquement et mentalement. D'une certaine façon, on peut voir la violence se légitimer, car à la fin du film, on comprend tout le parcours de Joker et on l'approuverait presque. Alors, selon moi, ce n'est pas pour autant une apologie de la violence qu'il faut faire, et une apologie de la révolte, mais elle fait réfléchir sur notre société actuelle qui entretient des inégalités de plus en plus fortes, il est vrai, et sur les politiques de notre gouvernement qui se comportent de la même façon que le maire de Gotham, Thomas Wayne. D'ailleurs, le Joker le dit très bien dans la scène où il est invité à la télévision par Murray Franklin. Il dit que les individus sont le reflet de la société, en l'occurrence ici tous isolés et malades. Joker n'est que la représentation de Gotham, le symbole, jusqu'à même triompher d'elle durant la dernière scène du film. Alors voilà ce qui peut être dit sur le film, à mon goût. Si vous voulez éviter de vous transformer en notre ami Joker, fixez-vous des objectifs sérieux, ayez de réelles ambitions, soyez enthousiaste dans vos projets de vie, entretenez avec ténacité des relations humaines de confiance, entourez-vous de personnes sincères et loyales, prenez votre part de responsabilité dans les choses, il ne faut pas non plus désigner l'autre comme un bourreau, comme un méchant, on a tous notre part de responsabilité. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite également à écouter La fraternité face au tragique, un de mes podcasts qui traite des relations humaines et de la fraternité, car il est tout à fait en lien avec ce sujet. Vous trouverez le lien dans la description de cette émission. Et enfin, œuvrez à une vie apaisée, une vie douce et calme, une vie de joie bien sûr. Amusez-vous, faites simplement attention à la société du bonheur. Œuvrez à une quête de responsabilité dans votre quotidien, car dans ce monde, nous avons tous, et absolument tous, notre part de responsabilité.
cette émission touche à sa fin. J'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à supporter mon travail, à aimer cette vidéo, à la partager, à commenter dans la section prévue à cet effet. C'est important, vraiment. Merci pour votre loyauté, merci pour votre engagement et à très bientôt. C'était pour vous servir, le Chevalier Noir.